Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop près du micro. Vous me direz si vous m'entendez bien dans le fond de la salle. Donc, oui, j'ai eu l'honneur de piloter les recommandations de bonnes pratiques professionnelles à la Haute Autorité de Santé. Et pour la petite histoire, en fait, on m'a demandé ce matin ce qu'était l'ANESM, etc., quand j'expliquais mon parcours. Et je me suis rendu compte que, effectivement, beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'ANESM, qui était l'Agence nationale de l'évaluation du social et médico-social. Mais c'est vrai que, comme il n'y a pas eu X recours sur le polyhandicap, c'est également normal. En fait, voilà, je tiens à signaler cela. Donc, rapidement, l'ANESM était cette agence pour élaborer des recommandations de bonnes pratiques avec, les problématiques d'addiction, les problématiques des enfants, de la protection de l'enfance, les problématiques du handicap, les problématiques des personnes âgées, des EHPAD, etc. Donc, vous voyez, c'était pour accompagner les personnes dites vulnérables. Alors, je me suis dit qu'avant de vous parler directement de la personne polyhandicapée, j'allais vous faire rapidement une présentation de comment on élabore une recommandation. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un peu les coulisses, parce que souvent, on a cru qu'on était des bureaucrates dans un bureau en train d'élaborer des recommandations sans avoir conscience du terrain, des réalités du terrain. Le terrain, je le connais, j'ai été éducatrice pendant plus de 15 ans. Et puis, à chaque fois qu'on élabore une recommandation, on va sur le terrain, en fait. On va sur le terrain. Et puis, le groupe d'experts qui vient pour ces recommandations est un groupe, comment vous dire, avec des expertises qui se croisent, pluridisciplinaires, des familles, bien sûr. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit rappel. Alors, je ne sais pas si j'ai bien passé la slide. Voilà. Alors, ces recommandations. Donc, je vous le disais, il y a plusieurs expertises, en fait, pour élaborer des recommandations. Donc, l'expertise scientifique, professionnelle, expérientielle. Et, en fait, on analyse des milliers d'articles, beaucoup d'articles. Et c'est, comment vous dire, des recommandations, c'est au niveau national. On va prendre les articles au niveau national et on va aller aussi sur l'international, sur X pays. Donc, il y a une méthodologie qui est assez rigoureuse. Et normalement, ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles, elles sont inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, peut-être que ça, pareil, vous ne le savez pas, mais en fait, les recommandations, elles sont pour les professionnels du secteur social et médico-social. Donc, c'est à peu près 38 000 établissements et services. Donc, quand on élabore des recommandations, on a un petit coup de pression parce qu'on sait que si elles sont regardées, il faut pas. En fait, quand je parle de rigueur, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des interprétations dans les recommandations. Donc, c'est indirectement, on s'est rendu compte que beaucoup de familles, en fait, les familles, quand on parle d'expertise, moi, quand j'étais à la Haute Autorité de Santé, j'avais souvent des demandes en me disant « mais je ne comprends pas, cet établissement ne suit pas les recommandations de bonnes pratiques ». Et ça, on avait des dossiers entiers de familles pour des réclamations, voilà. Et je trouve que elles s'emparent des recommandations. Et pour des publics, par exemple, comme le handicap psychique, etc., eh bien, les personnes se sont emparées non seulement des recommandations, mais elles ont participé, elles ont contribué aux recommandations sur handicap psychique. Sur le TSA, c'était des personnes qui étaient autistes, mais qui pouvaient participer à des groupes de travail. Et sur le polyhandicap, on a eu beaucoup d'experts, l'expertise des familles. Alors, les recommandations. Donc, ce que je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si ça... Oui, voilà. Ce sont des propositions développées méthodiquement pour permettre aux professionnels de développer les organisations, les actions, les postures, faire évoluer les pratiques. En fait, ce n'est pas un bureaucrate qui écrit « voici comment vous allez travailler maintenant ». C'est qu'on a jugé à un instant T qu'il y avait assez de données dans la littérature pour pouvoir transmettre ces données aux professionnels du terrain. Pour être complètement transparente avec vous, je dirais souvent, moi j'ai pensé qu'il manquait un chaînon en fait à ces recommandations. Quand vous les recevez, ce sont des gros pavés, ça a l'air indigeste, etc. Et l'idéal, selon moi, ça aurait été de faire à chaque fois, après une recommandation, des guides pratico-pratiques pour les professionnels, pour qu'ils puissent en fait s'approprier beaucoup plus facilement des recommandations. Et ça, dans la chaîne en fait d'élaboration des recommandations, ce n'était pas prévu, mais j'espère qu'un jour, voilà, que la Haute Autorité de Santé travaillera peut-être un peu plus avec la CNSA, etc., et qu'il puisse y avoir en fait des documents
plus pratique, peut-être plus digeste aussi à lire. En tout cas, vu ce qu'on reçoit, en fait, là, je voulais vous montrer sur la méthodologie. Pour le pôle handicap, là, c'était à peu près 800 références d'articles, etc. On en a retenu 306. Il y a eu, avant d'élaborer des recommandations, si on veut, comment vous dire, on a fait un appel à contribution, le AAC, vous voyez, c'est l'appel à contribution, c'est-à-dire qu'on envoie une bouteille à la mer sur le site de la Haute Autorité de Santé pour les établissements, les parents, les familles, et on dit, voici les thématiques qui vont être traitées dans la recommandation. On aimerait avoir votre retour. Et donc, je trouve que cette méthodologie qui appartient vraiment au social et médico-social, à la Haute Autorité de Santé, elle est vraiment gagnante. Par exemple, je vous dirais qu'une famille ou un établissement nous a dit qu'il faisait telle chose dans cet établissement. On a demandé si on pouvait venir, si on pouvait visiter, etc. En tout cas, ça nous donne, puisqu'on est sur l'état de l'art à un niveau international, on a aussi ce qui se fait en France sur le territoire national. Et je trouve que c'est une autre façon d'élargir un petit peu, puisqu'on ne peut pas prendre tout le monde dans un groupe de travail. Le groupe de travail qui est un groupe d'experts, pas simple non plus, c'est-à-dire que polyhandicap, évidemment, vous imaginez, tout le monde s'est dit, ça y est, des recommandations sur le polyhandicap, on veut faire partie du groupe de travail. Donc, on a reçu beaucoup de candidatures. Malheureusement, on peut en retenir que 20. C'est pour ça qu'on dit aux experts, attention, il y a l'appel à contribution, il y a le groupe de lecture. Donc, vous voyez, là, il y a un groupe de lecture qui a à peu près 60 personnes, donc ça veut dire qu'il y a une machine qui est très, voilà, je vous la montre là. Il y a les sources, toute la littérature qui a été mobilisée. Après l'appel à contribution, les entretiens, les auditions d'experts qui se font en amont. Et après, là, on est sur les données. Donc, quand on met, il y a différents types de données qui sont prises en compte. Et dans ces différents types de données, il y a également le savoir des professionnels et le savoir des familles. Donc, tout ça, pour nous, ça permet d'arriver à l'évaluation et interprétation, c'est-à-dire que de la synthèse des connaissances, on a des thématiques, on analyse les thématiques, on donne les thématiques au groupe, le groupe réagit par rapport à son expertise. Tout ça, c'est dans un gros recueil, ça s'appelle un argumentaire, comme vous voyez là. Et dans l'argumentaire, on a toutes ces parties, puis je vous expliquerai un petit peu pour la recommandation polyhandicap comment on a fait. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a différentes expertises qui sont vraiment au sein du groupe de travail. Donc l'argumentaire, alors je vous parle des recos qui sont un pavé, l'argumentaire c'est quelque chose d'énorme, mais je le trouve intéressant. Si vous voulez aller sur une thématique, vous regardez dans l'argumentaire qui est sur le site de la Haute Autorité de Santé avec les recommandations. Vous voulez voir sur une thématique quel a été l'avis du groupe de travail, comment ça s'est passé, qu'a dit la littérature, qu'est-ce qui est ressorti de l'appel à contribution. En fait, c'est quelque chose au niveau de la transparence, parce que la Haute Autorité de Santé se doit d'être transparente, et voilà. Et au niveau de la transparence, vous voyez un peu comment les recommandations ont été élaborées. Et puis, ce que je vous dis, c'est qu'après, ça passe par un collège à la Haute Autorité de Santé, une commission dédiée au social et médico-social, et il arrive chez les professionnels et également chez les familles des recommandations qui sont donc sur le site de la Haute Autorité de Santé. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu un aperçu de comment on élabore une recommandation. Et maintenant, je vais aller plus sur la recommandation concernant la spécificité de la personne polyhandicapée. Alors, on vous a proposé hier pas mal de schémas. Alors, il y a ce schéma qui est comment on a découpé les recommandations. En fait, on s'est rendu compte, je rappelle que ce sont les premières recommandations sur le polyhandicap et c'était vraiment un honneur de piloter ce groupe de travail, ce groupe d'experts. Je vous dis ça parce que, première recommandation, normalement, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hier, il y a Jean-Yves Kilian qui vous présentait, qui vous disait la dynamique de l'accompagnement. Il y a eu les recos polyhandicap, TSA, donc troubles du spectre autistique en 2012. Là, on est en 2024, ils sont dans la réécriture des recommandations. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles données à prendre en compte. Et moi, j'espère que pour le polyhandicap, parce qu'il y avait quand même pas mal de données, les choses vont également évoluer, les choses vont également évoluer positivement et qu'il va y avoir une seconde recommandation. J'espère qu'on ne restera pas avec cette recommandation et que dans 10 ans, on dira, ben voilà, c'est toujours la référence parce qu'il me semble que les choses bougent, les choses évoluent. Et pour moi, c'est important. Normalement, la durée de vie d'une reco, c'est à peu près 10 ans. Et la littérature mobilisée, là, aujourd'hui, on a fait ces recommandations en 2020.
je pense qu'en 2024, il y a déjà des avancées. Et donc, dans 10 ans, j'espère que quelqu'un tirera la sonnette d'alarme auprès de la Haute Autorité de Santé, mais les familles le font très bien. La Haute Autorité de Santé pour dire, là, ça serait bien qu'on ait des nouvelles recommandations. Donc, on a choisi ce découpage. On s'est vraiment penché sur comment il y a une reco, on est sur un parcours de vie. Donc, parcours de vie, on ne nous a pas demandé d'élaborer, c'était la demande du ministère, parce que les demandes viennent du ministère, on ne nous a pas demandé d'élaborer des recommandations sur la communication. On a dédié cette partie-là à la CNSA, puisque ça faisait partie de la stratégie nationale du polyhandicap. Donc, nous, sur les recos, sur un parcours de vie, ce n'était pas simple. Et on a essayé de se mettre à la place des professionnels et de se dire peut-être qu'en découpant, en fait, ce découpage-là, c'était de dire, allez, les professionnels, à un moment, doivent connaître les recommandations, mais s'ils veulent travailler plus spécifiquement sur une partie, ça sera peut-être plus simple pour eux. Alors, comme vous voyez, la personne polyhandicapée, actrice et citoyenne, donc il y a une partie qui est vraiment dédiée à la personne. Et après, on a choisi de faire donc vie quotidienne, professionnelle et famille, les transitions et fin de vie, la santé. En fait, ça n'a pas l'air, mais ça a été... ce sont des sujets de réflexion et c'est un travail. Et ce découpage-là, on ne le retrouve pas dans toutes les recommandations, mais on essaye de les rendre... Enfin, mes ex-collègues essayent de les rendre de plus en plus dynamiques pour les professionnels. Alors, concernant ces recommandations, je rappelle qu'elles ont été élaborées pour respecter les droits des personnes. L'ANESM, en fait, cette agence qui avait été créée, c'était parce qu'il y avait des problématiques au niveau des droits des personnes et qu'il fallait absolument qu'on ait une agence, en fait, qui élabore quelque chose, qui guide les professionnels pour que les droits soient respectés. Alors, concernant la personne polyhandicapée, on sait qu'il y a eu des atteintes sévères. On a pas mal parlé hier des atteintes qui étaient intriquées. Et justement, on a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des incapacités. Donc là, elles sont citées, incapacité motrice majeure, une déficience intellectuelle profonde, des troubles sensoriels, des troubles somatiques, la présence fréquente d'une épilepsie, etc. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, on pourrait s'arrêter en disant « Waouh !» Quand on présente ce schéma-là à quelqu'un, il se dit « Eh bien, je ne vois pas comment je vais pouvoir travailler avec cette personne. » Quelqu'un qui ne connaît pas le polyhandicap, il pourrait rester juste sur ce schéma. Je vous dis ça parce que quand vous allez, par exemple, des fois à l'hôpital et que l'hôpital ne connaît pas la personne polyhandicapée, c'est ça que voient les professionnels qui ne connaissent pas une personne et ils se disent « Moi, je ne vois pas quoi faire en fait avec toutes ces déficiences, etc. » Et nous, on dit qu'avec tout ça, malgré tout ça, il est important de développer des potentialités. Donc, stimulation des situations d'apprentissage appropriées, façon précoce tout au long de la vie et un environnement favorable à tout ça. En fait, pendant des années, vous savez, c'était comme la douleur. Avant, on disait que les enfants ne ressentaient pas la douleur, etc. Eh bien, tout le monde ressent la douleur et elle s'exprime de différentes façons. En tout cas, malgré ces incapacités, il faut comment dire, rendre la vie... une personne polyhandicapée, on dit qu'elle est actrice et citoyenne. Donc, comment je fais en sorte qu'elle prenne du plaisir? Comment je fais en sorte qu'elle soit une personne reconnue à part entière et que quand je discute avec elle, je prends en compte toutes ses particularités? Alors, donc, je vous ai parlé de la première partie. La première partie, elle est beaucoup sur les droits des personnes, et voilà, la dignité et l'intimité, le droit à la liberté d'aller et venir. Et ce n'est pas si simple sur une personne polyhandicapée, mais c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir, mais j'en parlerai plus tard. Le droit à l'accès aux soins, et dans beaucoup d'endroits, on est vraiment très loin de ça. Le droit à une information claire. En fait, je n'ai pas mis tous les droits, mais si les droits, en fait, on est sur les droits de l'enfant, les droits fondamentaux, pour le handicap, c'est plus. Et il faut faire attention, en fait. Je les mets comme quelle réflexion j'ai, parce que ce n'est pas si simple pour respecter les droits de la personne polyhandicapée. Alors, évidemment, sur cette première partie, sur la personne polyhandicapée, actrice et citoyenne, il y a vraiment construire son projet personnalisé. Alors, comment je construis ce projet? Et donc, comment je fais, en fait? Parce que c'est facile de dire la personne polyhandicapée, elle est actrice et citoyenne. Comment moi, professionnelle, je fais pour la rendre actrice et citoyenne? C'est un petit peu ce que je vais essayer de développer. J'ai décidé de ne pas vous présenter les recommandations
allez, j'aurais pu prendre les recos et dire voici cette partie, elle dit ça. J'ai fait plutôt sous forme de questionnement. En fait, ce que je dis, c'est que les professionnels, ils ont besoin d'être accompagnés dans un questionnement et c'est un cheminement. Je rappelle, parce qu'hier, on m'a posé la question, les recommandations, c'est on tend vers un idéal, d'accord? Vous ne pourrez pas changer tout d'un coup, tout d'un bloc, si vous êtes loin des recommandations. Par contre, justement, vous pouvez prendre une partie et commencer, en fait. Et dans une équipe, vous pouvez aussi vous dire, bah, tiens, on va avoir un binôme qui travaillera plus sur la communication, un autre binôme, sur la vie quotidienne, etc. En tout cas, il y a un chantier, ça c'est sûr. Il faut, voilà. Et je pense qu'il faut savoir par quelle boule attraper, il faut savoir comment j'attrape et que les recommandations soient vécues vraiment comme un questionnement. Et je vous promets, ce ne sont pas des injonctions, en fait. Alors, j'ai essayé de faire, voilà, c'est les questions qu'on peut se poser. Donc, je reprends un petit peu toutes les parties de ces recommandations. Donc, il y avait celle sur la santé. Comment je reconnais l'expression de la douleur? Et c'est vrai qu'une personne polyhandicapée peut avoir un grand sourire et puis finalement, c'est parce qu'elle a mal quelque part. Comment je m'assure que les comportements problèmes qui sont développés ne sont pas en lien avec un éventuel problème de constipation affécalome. En fait, je le pose en question parce que si je vous avais mis des recommandations, vous auriez dit, bon, bah, voilà. Ça, c'est le questionnement que le professionnel doit se faire. Et surtout, ce questionnement, il est dans une équipe pluridisciplinaire. Comme tout est lié, l'histoire de comment, par exemple, la personne, je sais qu'elle est douloureuse ou pas, c'est le regard de chacun, le regard des familles, l'observation de chacun. Alors souvent, on m'avait dit, mais non, mais telle évaluation, c'est fait par un professionnel de santé. Je dis non. C'est le professionnel de santé en lien avec ce que vous vivez dans la vie quotidienne avec une personne polyhandicapée. En fait, votre expertise, vos observations vont servir pour comprendre ce que vit là la personne polyhandicapée. Et c'est vrai qu'hier, je ne sais plus qui avait, c'était peut-être pas dans la salle, mais dans l'au-delà, quelqu'un a posé la question sur l'automutilation, et c'est vrai que j'avais envie de répondre, mais il faut faire un arbre des causes, il faut faire des évaluations, il faut se poser. En fait, une personne polyhandicapée qui s'automutile, ben oui, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal et qu'il faut être vigilant à ça. Qu'est-ce que je recherche? Et dans cette question, je dis ça parce que dans les problèmes de santé, comment je m'assure que l'hygiène de vie est en adéquation avec les problématiques et médicaments de la personne polyhandicapée? J'ai envie de dire, moi j'ai vu des comportements problèmes, on a dit, bon, bah, on n'a pas trouvé et on va donner un petit neuroleptique. Je dis qu'il faut rechercher plusieurs causes et on sait souvent que dans les problèmes, les comportements problèmes, et ça c'est la littérature, c'est pas Christiane Jambard qui vous dit ça, une des premières problématiques, c'est un problème somatique qui est à l'origine d'un comportement problème. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on est sur le terrain. Et puis, dans l'arbre des causes, on parle aussi de la famille. Comment je réinterroge la famille? Est-ce qu'il y a eu un événement nouveau concernant la personne? Est-ce que, quand je parle d'hygiène de vie, eh bien, par exemple, je ne sais pas, une personne a tant de neuroleptiques, est-ce que vous savez si, par rapport à ce qu'elle prend comme médicament, si elle a assez bu, si elle est assez hydratée? Ça, c'est des questions, vous voyez bien, même si on est dans le domaine de la santé, ça appartient à tous. Est-ce que, hier, on parlait aussi de boissons sucrées, etc. On sait que souvent, sur des problèmes dentaires, c'est très fréquent. Comment moi, sur le terrain, je m'assure, et ce n'est pas le médecin qui va venir brosser les dents ou qui va venir faire les soins dentaires, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les questionnements, c'est pour nous tous. Après, c'est évidemment en lien avec l'infirmière, en lien avec d'autres professionnels. Mais la problématique de santé, ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels de santé. Parce que l'hygiène de vie dans le quotidien, eh bien, c'est votre affaire. Et si vous ne savez pas ce que la personne peut développer comme effet secondaire d'un médicament, ou si vous ne savez pas quelle hygiène de vie tenir parce que les parents n'ont peut-être pas pu aussi se renseigner, allez à la pharmacie. Hein. Ça, c'est le rôle du pharmacien, je vous le dis. Moi, je l'ai déjà fait sur le terrain. Bonjour, on a un jeune qui prend ça. C'est quoi? Parce que le médecin ne le dit pas forcément. Mais attention, ce médicament-là, il constipe beaucoup. Et comme il constipe, il va falloir peut-être un peu plus hydrater, etc. Il y a des médicaments qui abîment, en fait, qui attaquent l'émail des dents, etc. Il faut le savoir. Ce sont des informations que tout le monde doit avoir sur le terrain.
Je n'ai pas regardé le temps, Jean-Claude, pardon. Ah, bon, ben, 20 minutes, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci. Et donc, sur les dimensions fonctionnelles, je ne les ai pas toutes développées, j'ai juste pris le côté, le droit à la communication, parce que c'est quelque chose qui vous touche. Et je dis, quand on est sur le droit à la communication, est-ce que la personne est bien installée pour communiquer? Et vous savez que je dirais, pour moi, les personnes polyhandicapées, ce sont des personnes hypersensibles à leur environnement, hypersensibles. Si hier on parlait d'une chose sur Malmise, ça pouvait être douloureux, etc. Donc nous, en fait, comment on accompagne en fait cette hypersensibilité? Est-ce que là, par exemple, dans un établissement, cette personne elle est dans une salle et là, finalement, je vois le rayon de soleil là-bas, on la laisse là-bas, près du soleil, etc. Est-ce que c'est agréable pour elle ou bien hyper désagréable parce que c'est trop lumineux, etc. Donc cette question, en fait, toute personne polyhandicapée doit pouvoir communiquer avec vous. Alors que ce soit, je pose des questions, est-ce que c'est par des objets concrets, des pictogrammes, à quel type de stimulation elle répond? En tout cas, c'est un vrai travail. En fait, je me dis toujours, on a un côté un peu, on retrousse ses manches et je trouve ça plutôt positif. On se dit, tiens, il faut... on a une personne polyhandicapée qui arrive dans l'établissement et elle n'a pas de... on ne sait pas. En fait, il n'y a pas eu de transmission sur sa façon de communiquer, qu'à cela ne tienne. On va s'en occuper, on va travailler avec la famille, on va savoir comment elle communique à la maison, comment, dans quels environnements elle peut bien communiquer. Donc tout ça, en fait, tout en tenant compte de son profil sensoriel, cognitif, émotionnel, c'est que tout est imbriqué quand même. Tout est, on ne peut pas dire la communication, c'est que je regarde la personne polyhandicapée, j'essaie de communiquer, je me mets à sa hauteur et là, on va voir si elle communique. Non, 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 trop facile. Donc, la personne polyhandicapée, elle lance, je dirais, aux professionnels des challenges et il y a plein de choses à prendre en compte au même moment, donc avec les professionnels de santé, avec d'autres professionnels, les psychomotriciens, etc. Donc tout ça, c'est dans les recommandations. En tout cas, j'espère que je vous donne envie de les lire. Après, sur la vie quotidienne, il y a comment, par exemple, je vous ai parlé de l'hygiène bucco-dentaire, ça fait partie, j'aurais pu le mettre, en fait, je vous l'ai mis là parce que je voulais vous dire, j'aurais pu le mettre dans la santé. C'est pour vous montrer que tout est dans tout. Est-ce que la personne arrive à se repérer dans le temps et dans l'espace? Et comment on fait pour qu'elle se repère? Moi, j'ai vu des endroits où la personne polyhandicapée, elle était, vous savez, on va la chercher quelque part, on la met dans le couloir, on va faire autre chose. Dans un couloir, il n'y a aucune information. On a oublié de lui dire qu'on revenait. Elle est posée là. En fait, n'oubliez pas, moi je parle souvent d'empathie positive, mettez-vous à la place d'eux. Quand on a un bébé, on lui dit ce qu'on va faire. Vous savez, on dit qu'il faut beaucoup parler au bébé, ça fait partie de la stimulation, etc. Comment rassurer une personne polyhandicapée? Et donc, dans la vie quotidienne, comment je rends tous ces espaces l'environnement prévisible? Et quand je dis l'environnement prévisible, si vous mettez vos pictogrammes pour expliquer les pièces, etc., à cette hauteur-là, autant vous dire qu'elle ne les verra jamais, mais vous êtes content parce que vous avez accroché toutes vos petites affiches et que, voilà, j'ai rendu l'environnement prévisible. Non. À la place d'eux, vous imaginez la personne, elle est là, les personnes qui ont des paralysies, qui ne peuvent pas bouger la tête, etc. Comment, en fait, il faut penser à chaque fois, et c'est vrai que c'est un long travail, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Hein. Il y a la littérature et il y a des choses où on se dit, alors, là, on est dans cet environnement-là. Par exemple, quand vous êtes à table avec une personne polyhandicapée, où est-ce qu'elle se place, où est-ce qu'elle se placerait, j'ai envie de vous dire? Eh bien, vous avez vu, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont placées au même endroit qu'hier et ils n'ont pas une hypersensibilité, etc. Ils ont besoin d'être dans... on a besoin... Et c'est humain. Je ne fais pas de reproche, c'est juste humain. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'une personne polyhandicapée, elle a envie d'aller explorer, en fait, d'autres endroits. Peut-être qu'elle veut être tout le temps à la même place et que ça la rassure. Tout ça, c'est un questionnement et puis ça se fait avec la famille. Dans la littérature, il y avait cette histoire avec les pères qui m'avait beaucoup touchée. On disait que souvent les professionnels, on est dans la bienveillance et on veut bien faire et on est là dans une interaction en fait avec la personne polyhandicapée et on oublie de créer des interactions entre elles
parce qu'on est dans ce care qui est très protecteur, mais peut-être qu'il y a des choses en fait à imaginer, des interactions, et surtout quand les personnes, quand il manque une personne polyhandicapée parce qu'elle est soit malade, parce qu'elle ne pouvait pas venir ou X raisons, prévenez bien en fait, prévenez bien les autres personnes que le père qui n'est pas là sera là et expliquer, juste une petite explication, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est important de prendre tout ça en compte, et quand je dis comment je m'assure que le jour de l'anniversaire, ça soit un moment privilégié pour la personne polyhandicapée, je vous assure que les gens ne choisissent pas d'être en EHPAD ou en établissement médico-social. Hein. Franchement, ça fait rêver personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choix, et ça, c'est pas forcément un choix. On est dans une équipe, voilà, qui accompagne des personnes polyhandicapées, et c'est super. Et je dis respect pour tous les professionnels, mais qu'il y ait des petits moments, en fait, des moments qui soient, comment je rends les moments agréables dans cet établissement, dans le collectif. Parce que le collectif, à la base, on n'est pas fait pour vivre dans le collectif, ne l'oublions pas. Enfin, si on était là tout le temps, là, tous ensemble, là, on dirait au secours. Là, c'est 2 jours, c'est convivial, c'est agréable, et puis en plus, on écoute des personnes. Mais sinon, donc imaginez comment vous donnez à la personne qui est accueillie dans un établissement des moments de plaisir. Et ça se travaille également avec la famille. Donc sur les transitions, alors on avait beaucoup travaillé sur les transitions, on avait plusieurs transitions, et également évidemment la transition vers la fin de vie. Mais sur les transitions, je demande toujours, est-ce que la personne a un plan de transition? Un plan de transition, ça veut dire que les personnes, elles sont dans un établissement, mais elles sont amenées à évoluer, je reprends un peu mon modèle écologique, dans différents environnements. Comment je m'assure que si elle évolue dans un autre environnement, que le plan de transition est bien rempli? Tout à l'heure, j'ai vu, c'était intéressant, il y avait le passeport de com, et bien ça, par exemple, le passeport de com, c'est quelque chose qui doit être transféré dans d'autres environnements. Quand une personne doit, par exemple, je parlais d'être hospitalisée, qu'est-ce que je mets en fait? C'est quoi dans le plan de transition? Qu'est-ce que les professionnels ont besoin de savoir pour bien accompagner la personne? Quand je dis ce qu'ils ont besoin de savoir, dans la littérature, ça m'avait assez choqué. Il y avait quelque chose aussi, puis il y a eu dans le groupe de travail, ça a été dit, attention, je vous ai dit tout à l'heure que les médecins ne connaissent pas forcément le polyhandicap. Donc il y a un gros travail avec le territoire à faire, ça c'est sûr. Mais par exemple, il y a une maman qui disait, quand elle arrivait à l'hôpital avec son enfant, les médecins ont dit, c'est la fin. Donc la maman a fait gloups. Et finalement, c'était des médecins qui ne connaissaient pas le polyhandicap, et elle a sorti une photo de son enfant pour montrer que c'était son état. Et le médecin a dit, ah pardon. Parce que le médecin, en fait, il a vu vous voyez ce que je veux dire? J'en veux pas, moi, aux professionnels de santé des hôpitaux, etc., qui ne connaissent pas. Mais vous, une fois qu'on le sait, prenez des photos et puis présentez la personne correctement, parce qu'avec sa famille, pour qu'on puisse dire, voilà, mais nous, là, on pense qu'il y a ça, mais en tout cas, voici les réactions. Si vous avez des grilles d'observation, c'est génial pour les médecins. C'est super. En fait, comme ils ne connaissent pas, ils vont pas... s'il y a eu un changement de médicament, l'annoncer au médecin. Si la personne, finalement, est sujette à la constipation, tout ça, en fait, toutes les observations, vos observations de terrain sont primordiales pour des gens qui ne connaissent pas la personne polyhandicapée et qui ne connaîtront peut-être jamais les ROCO. Alors, j'ose espérer, comme les ROCO maintenant sont à la Haute Autorité de Santé, qu'il y ait des médecins qui fassent, tiens, qu'est-ce que c'est? J'espère. Bref, sur cette histoire de transfert, ah oui, j'ai vu des établissements aussi qui sont intéressants. Ils font des super choses en communication dans un atelier activité communication, c'est magnifique. Et après, quand la personne se promène, etc., il n'y a plus rien. Enfin, comment généraliser en fait à tous les environnements? En fait, ce que je mets là, la première, comment j'utilise les activités quotidiennes comme support, terrain d'expérimentation, de stimulation, etc. C'est pour pouvoir après transmettre. Il faut bien qu'il y ait un moment, vous dites, nous, en fait, on a fait ça dans cet atelier. Vous prévenez les autres professionnels et vous avez un plan d'action pour que ça généralise, sinon, ça ne sert pas à grand-chose, ou bien ça sert à... Il y a une belle interaction dans un atelier, mais il faut vraiment que ça soit dans tous les environnements. Le but, c'est quand même que la personne, qui ait des environnements qui soient adaptés à ses besoins et à ses capacités. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà. Alors, les professionnels de la famille, la place de la famille, cette fameuse famille, cette chère famille, qui, je dirais que dans le polyhandicap, j'ai beaucoup vu, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les recommandations autisme, et j'ai vu autisme, famille professionnelle, c'est pas forcément une alliance. Ça peut être très compliqué. Polyhandicap, j'ai vu tout le contraire. Et donc, je dis, ce que j'ai vu, c'est vraiment extraordinaire. Et la littérature aussi avait des articles très intéressants. Dans l'établissement, comment on travaille des réunions pour les familles, des thématiques, des temps d'échange. Et je pense que cet après-midi, justement, il y a des anciens collègues de la Fondation John Boss qui vont vous présenter quelque chose de formidable, une expérience extraordinaire. Et je dis, comment vous faites aussi, par exemple, avec les familles qui sont passées dans un établissement pour qu'il y ait un retour d'expérience. Ça, il y a des parents, en fait, qui arrivent, nouvel établissement. Si vous invitez des parents qui sont passés par cet établissement à rencontrer ces nouveaux parents, ça se fait et c'est plutôt intéressant et les échanges sont très riches. Qu'est-ce qui est mis en place pour recueillir le point de vue des fratries? Ne les oublions pas dans les recommandations, on en a parlé, la place des fratries. En fait, le Code de l'action sociale et des familles que vous ne connaissez pas, mais que je connais un petit peu parce que, vous savez, quand on est là-bas, on a besoin d'avoir une Bible, et moi, c'était un peu ma Bible, pour savoir ce que j'écrivais. Sur cette histoire des fratries, la famille, quand on dit on prend en compte une personne, c'est la personne et sa famille. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, les établissements qui disent, bah non, les familles, en fait, il faut qu'elles restent à leur place, etc., à distance, c'est faux, ça n'existe pas. Donc, voilà. Comment la famille est associée en amont du projet personnalisé. Et je vous dis, les grilles d'observation, moi, ce que je fais, même si vous créez des grilles, à chaque fois que vous avez une idée, une nouvelle grille, hop, vous la donnez aux familles. Collaboration, on est dans différents environnements. Nous, on va voir ça. Et quand on regarde et en plus, quand on croise après ces expertises, quand on croise les expertises, on dit, tiens, les parents ont écrit ça, nous, on ne l'a pas vu dans l'établissement, on va interroger. L'idéal, je vais vous dire ce que je pense, mais c'est mon point de vue personnel. L'idéal, ce serait de pouvoir être en immersion, que les parents puissent venir en immersion dans l'établissement. Et l'idéal, ce serait que les professionnels puissent aller aussi en immersion au domicile, en sachant que j'ai cherché partout, dans le Code de l'action sociale et des familles, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Non, mais parce que moi, dans mes groupes de travail, on me dit, attention, intimité, c'est intrusif, on peut se cacher derrière X choses. Moi, j'ai un objectif, le bien de la personne. Donc, si la famille, on est d'accord, et sans être en train d'aller fouiller, c'est pas une information préoccupante, on ne va pas faire une évaluation de la famille de ce qu'elle vit pas, attention. C'est juste, je veux bien accompagner cette personne, j'ai besoin de comprendre ses environnements. Quand la maman me dit ça, quand on dit, la maman, elle dit qu'à la maison, elle communique comme ça, elle fait ça. Ouais, bof. Eh bien si, moi je dis, je respecte en fait la parole de la famille et qu'il y a peut-être des choses, elle est dans un environnement qui est peut-être plus sécurisant, il y a peut-être quelque chose qui se passe là, et comment je fais pour que ça se passe aussi bien. Et je trouve que c'est bien aussi pour la personne polyhandicapée de savoir, c'est important, elle sait en fait. Il y a un autre lien qui se crée. Donc, si vous pouvez le faire, super. Youhou. Alors, j'étais sur la réflexion collective, les valeurs humaines mobilisées. Et en fait, vous voyez, je vous ai posé des questions. C'est des questions... En fait, quand je vous pose des questions, c'est des questions que vous pouvez garder pour vous quand vous serez sur le terrain, quand vous retournerez dans vos établissements. Ayez le réflexe de tout poser. En fait, quand vous posez des questions, c'est peut-être que est-ce que j'offre assez d'opportunités à la personne polyhandicapée pour faire des choix? Sérieusement, en équipe, faites-le en équipe. Il n'y a pas des trucs à cocher oui, non, chez vous, non. Pour moi, on est sur la réflexion éthique, sur de la bientraitance, comme l'agence était aussi la bientraitance. Vous vous posez ces questions-là. Est-ce que êtes-vous en capacité de vous centrer sur la personne? C'est les Québécois qui parlent comme ça. Êtes-vous en capacité de vous centrer sur la personne, de vous remettre en question? Parce que aussi, vous savez, si moi je suis fatiguée, je ne suis pas de bonne humeur sur le terrain, c'est bien de le dire aux collègues. Ce matin, je ne suis pas à 1, avant d'aller grogner, râler, de faire la toilette de la personne en râlant. C'est bien de passer le relais. Je me remets en question, c'est vrai que j'ai fait ça, mais je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, ou je me pose des questions. Est-ce que vous arrivez à percevoir les mimiques, les gestes, les réactions de la personne handicapée et polyhandicapée? Et quand vous les percevez, qu'est-ce que vous en faites, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça traduit? Donc tout ça, c'est pas tout seul, c'est toujours voilà. Et puis j'aime bien, moi, est-ce que vous vous comportez toujours avec dignité face à la personne polyhandicapée? Je ne suis pas en train de juger, je dis juste que ce sont des questions qu'on se pose pour utiliser les recos comme outil de réflexion, c'est très intéressant. Il me reste 2 minutes, j'ai 2 slides. Alors, ça, c'était pour vous montrer un petit peu dans la réflexion. Alors, je ne vous ai pas parlé, il y a des recos très importantes quand même. Allez voir le guide des problèmes somatiques. Je sais que le site, il n'est pas facile, la Haute Autorité de Santé, si vous ne connaissez pas, mais il y a pas mal de recos qui sont en lien avec la reco qui concerne la personne polyhandicapée. Il y a le guide des problèmes somatiques qui est très intéressant, avec plein d'outils à la fin pour des observations, tout ça. Il y a la recommandation des comportements problèmes, qui était plus sur tout type de handicap, mais il y a eu pas mal de choses. Il y a la recommandation sur la coordination et la coopération au niveau du handicap. Ah, j'ai oublié un truc important quand même, la liberté d'aller et venir. Je voulais vous dire, attention, la personne, elle est dans un fauteuil et elle a besoin de temps en temps, dans un environnement, d'avoir d'autres espaces, de voir autrement. Donc, n'hésitez pas, si par exemple, vous êtes dans un grand espace, si vous lui installez, par exemple, vous la mettez au sol, vous voyez, en fait, vous voyez aussi avec le médecin et avec la famille, mais si vous la mettez au sol aussi pour changer dans un autre environnement, la liberté d'aller et venir, c'est ça aussi. Comment vous pouvez, dans un environnement, faire attention à ce que la personne soit plus libre, en fait, et de penser que ce que vous allez mettre en place, ça va lui permettre de voir autre chose, l'environnement. Toujours penser à ça. Donc là, ce schéma-là, il est dans la coordination, coopération. C'était juste quand on est dans un établissement, il y a vraiment, pour qu'il y ait réflexion collective, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quoi la motivation des professionnels? C'est quoi le rôle de chacun? Qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je prends en compte au niveau des insatisfactions des professionnels? Parce qu'il y en a. En tout cas, tout ça, ça doit se travailler en équipe, mobilisation collective. Qu'est-ce que je communique? C'est quoi les informations qui sont importantes? Et surtout, comment je valorise les compétences des professionnels et l'expérience professionnelle. Cette capitalisation des savoirs, elle est pour moi primordiale, parce que dans les établissements, il y a des belles choses qui se font, et d'ailleurs, il y aura des présentations sur des choses qui se font. Eh bien, comment vous, quand vous faites ça, vous l'inscrivez dans un maillage territorial, en fait, des compétences des uns et des autres? Comment vous faites que ces compétences-là ne s'arrêtent pas à votre établissement, mais que sur votre établissement, vous alliez voir, vous devenez pour moi établissement ressources. Vous voyez mon petit SMS, la ressource. J'ai un peu, je vous le dis, j'ai un peu galéré pour faire ce petit schéma-là. Et en plus, je ne le trouve pas super beau, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu dans votre réflexion comment je travaille. Je m'inscris dans ce maillage territorial. Sur mon établissement, et ça on l'a bien mis dans les recommandations, j'ai une balnéo. Comment je sais sur le territoire, comment je préviens l'ARS s'il y a une famille qui est en difficulté, est-ce que je peux rendre accessible cette balnéo à cette famille? Sur un territoire, et il y a d'autres établissements qui accueillent, qui accompagnent des personnes polyhandicapées, comment je connais l'expertise, les compétences mobilisées dans mon établissement, comment je me mets en lien avec cet établissement pour qu'on puisse croiser et peut-être travailler nos compétences ensemble. Et puis, je le dis, dans la reco, on a mis des CPOM, alors des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens convergents. Donc, d'un établissement avec un autre établissement, avec plusieurs établissements, on crée notre CPOM qui va concerner cette dynamique territoriale. Comment je suis dans un établissement en centre-ville, il y a des commerçants. Qu'est-ce que je vais aller expliquer aux commerçants sur le polyhandicap? Comment je vais faire des fêtes, le voisinage, les hôpitaux, les acteurs sociaux, l'hôpital? En fait, ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait pour moi inclusion, c'est ça pour moi l'inclusion. C'est comment l'établissement ouvre sa porte pour qu'on puisse rentrer dans l'établissement et qu'on puisse sortir de l'établissement et qu'on soit dans une communauté où tout le monde, en fait, se respecte, se connaît. Vous voyez, moi, par exemple, mes enfants, ils ne sont jamais choqués devant le handicap, polyhandicap, autre type de handicap, parce qu'ils sont avec une mère qui est un peu investie, tout ça. Mais je veux dire que plus vous allez aller expliquer ce que c'est, etc., plus la société sera inclusive. Et j'en ai terminé.